peut mourir à tout moment, à tout instant, sans perturber, sans que cela fasse de peine à quiconque. Et je cite, « Il est devenu le frère et le complice, aucun effort n'est plus nécessaire pour que l'accord s'établisse entre le cœur de l'un et le cœur de l'autre. » Dépassé par les événements, Boualem dénomme cette saison le dernier été de la raison. En effet, le pays a ensuite tourné en roue libre et il est sorti de l'histoire. Ce fut miné, et comme l'a dit mon collègue, le mot islamiste n'est jamais prononcé, mais il y a des métaphores qui sont très très fortes et très suggestives. Alors là, c'est l'époque où on pourchasse les gens dans les plages, la chasse, on fait la chasse au couple, où va s'installer une véritable psychose, les barrages, les contrôles, etc. Je passe là-dessus. Mais Boualem Yekar ne veut pas baisser le bras, et je cite, « Il était de ceux qui avaient décidé de résister, de ceux qui avaient pris conscience que lorsque la horde d'en face aurait réussi à répandre la peur et à imposer le silence, elles auraient gagné. Lors d'un contrôle de Barbu, au retour de vacances magiques, Boualem, je cite, tremblait d'un corps d'indignation, sa gorge était serrée par un amer sentiment d'impuissance. Ce qui était le plus accablant, c'était cette lâcheté paralysante qui s'était emparée de tout le monde et lui-même ne faisant pas exception. Dans sa librairie, il cogite. Il était déterminé à tout braver, le mépris, la solitude, les vexations, pour continuer à honorer les choses et les idées auxquelles il croyait. L'environnement donc va se transformer. Il assiste au vandalisme, les vitrines brisées, les pare-brises cassés, les pneus lacérés. Et ce qui lui fait le plus de mal, c'est qu'une petite fille va l'insulter et lui dira que Dieu t'anéantisse, mécréant. Ce qui le tourmente le plus, c'est l'embrigadement des enfants. Il ne possède rien sur cette terre, ni bien matériel, ni culture, ni loisirs, ni affection, ni espoir. Leurs horizons sont obturés, ils sont prêts à tuer et à mourir. Le récit va se poursuivre avec des anecdotes parfois surréalistes. Lorsque Boualem Yekar est arrêté, son plaidoyer de l'ici et maintenant. Et ils le font avec un acharnement hors du commun. Ils répandent la peur, imposent le silence, prêchent la violence comme mode de gouvernance. Il n'y a pas un lieu, un service qui n'ait été frappé du sceau de la communauté et la foi fait loi. Rien n'échappe à cet instant. On fait main basse sur la ville et jurèrent que plus rien ne serait comme avant. À la lecture de cet ouvrage, on peut se poser les questions. Pourquoi? Comment? Comment des murs, d'abord invisibles, vont devenir de véritables remparts? Ainsi, Boualem Yekar va se trouver emprisonné, et selon cette expression très suggestive de Tarab Jaoud, ligoté par le verbe. Ainsi, Boualem va être prisonnier. D'abord, il est prisonnier dans les murs de sa librairie, car il a peur d'y venir et il a peur d'en sortir. Ensuite, il va être prisonnier de l'ordre nouveau porté par des individus. Et je ne dis pas des hommes, je dis des individus entre guillemets, et par des individus nouveaux. Il va être prisonnier aussi du regard du commun des mortels, les passants, les enfants de la société embrigadée, qui vont le déposséder de sa dignité d'homme et en l'insultant, en le dévalorisant. Et ce qui est plus terrible, c'est qu'il va être prisonnier lui-même de son propre regard, celui qu'il porte sur lui-même. Se pose des questions sur son existence, sur son devenir, sur sa valeur, et il a le sentiment de n'être plus rien, et surtout d'avoir été dépossédé de son humanité, devenu indigne. Il a le sentiment de sa non-existence. Et le plus tragique, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il peut mourir dans l'indifférence totale. Et ce qui est bien sûr ce qui le rend prisonnier. Tout ce en quoi il croyait s'effondre. Le beau, le bien, la culture, le développement de la pensée. Il arrivera même à douter de l'utilité des livres. Je cite, « Il ment de sa société, c'est en humaniste qu'il le fait. Il déplore les conditions faites aux femmes.
Et ceci a été cité tout à l'heure. C'est vrai que dans ce pays, on n'a jamais été conciliant avec les femmes. Et il constate que dans cette tourmente, la femme est plus que jamais diabolisée. Elles sont au centre des prêches dans la majeure partie des lieux de culte. Elles sont au même titre que les artistes, les athées et les libres penseurs, désignés comme la sonde qui nous accable. La dénomination est impitoyable. Il prend conscience des pouvoirs du ciel et qui sont là à veiller sur nos consciences. Tahar Djarout est celui qui, au péril de sa vie, est profondément blessé, d'abord par la rupture familiale. Il est rejeté par les siens face au changement et au comportement de sa vie, à lui répliquer. Si on a le temps, on lira le passage tout à l'heure. Sa fille détient le pouvoir, elle a raison. Il a relativisé son cas. Il se dit après tout, je ne suis pas très malheureux, mon voisin a eu la mâchoire fracturée par son propre fils parce qu'il était rentré son cas. Mais ce qui le choque profondément, c'est de ne pas pouvoir protéger l'enfance, l'innocence. Constamment, il y a une dénonciation de la barbarie. Tahar Djarout s'appelle Kenza et la fillette dans l'œuvre s'appelle Kenza. Et comment a-t-on pu en arriver là au XXIe siècle? Que reste-t-il à Boileau, ses idées, et libéré de la hantise de la mort et du châtiment éternel? Une autre question, quelle est la vérité? Qui a raison? Il reste persuadé que l'ouverture d'esprit est seule capable de lutter contre la déraison, contre tous les embrigadements et tout ce qui piège bout à bout, porte le doute et le changement. C'est dire l'importance des livres. Lorsque Boileau est privé de ses livres, il a vraiment le sentiment d'être comme une plante arrachée au terreau, séparée de la sève et de la lumière, et de renoncer à tout ce qui est essentiel dans ses croyances, le beau, le bien, la raison. Démontre les mécanismes et la stratégie mise en place pour faire l'impasse sur un pays qui a résisté à 30 siècles aux assauts destructeurs des divers envahisseurs. D'abord, un projet idéologique coloniser l'Algérie, car on retrouve dans cette stratégie tous les éléments mis en place par les dominateurs. Pour justifier l'occupation, on se pose en supérieur, nous vous avons apporté la civilisation, etc., etc. Cette idéologie de la supériorité place les autres en situation d'infériorité, car il s'agit d'accepter l'ordre nouveau. Alors se met en place un discours destiné à placer le dominé dans une situation de dépendance, et bien plus, on manipule la pensée. Il faut se mettre dans un moule et faire ainsi participer les nouveaux convertis à la stratégie de l'ordre nouveau. Le terreau le plus favorable, ce sont les enfants, les plus jeunes. L'école est prise en otage. L'enjeu idéologique occupe une place plus importante au détriment de la culture, de la connaissance, de l'éveil intellectuel. Pour installer l'ordre nouveau, on opère un renversement des valeurs, une destruction des repères. Et alors se mettent en place les stratégies de soumission, de nivellement, d'effacement, comme le dit si bien Tahar Djarout. Et je cite, « C'est à la racine que le coup a été porté, afin que l'arbre ne prenne même pas, pour que n'émerge pas de la terre sa tête contre nature. » Comment atteindre les fondements d'une société? Détruire. Et on a toujours les mêmes stratégies des colonisateurs, falsification de l'histoire, atteinte aux langues nationales, imposition d'autres cultures, d'une autre vision du monde, un travail de sape en profondeur, atteinte à la vie, à ce qui fait la beauté du monde, l'art, la musique, la sculpture, l'esthétique, idéologie mortifère sans aucune concession. Cette contribution se veut un hommage à Tahar Djarout pour son engagement. Pour son engagement, sa passion, ses convictions. Le seul idéal est l'amour de l'homme et de sa patrie. En dénonçant les dérives, il assume en tant qu'écrivain une lourde responsabilité. Excusez-moi. Il porte la réflexion à un haut niveau en refusant le nivellement vers le bas. Sa passion, son courage, la fidélité à ses convictions, sa haute conception de l'humain font de lui un être d'exception. Mais surtout, je me suis laissé aller. Mais surtout une référence, une identification,
tant pour ses contemporains que pour les générations futures. Éveilleur de conscience, certes, mais qui n'accepte pas l'enfermement de sa pensée. Sa parole est subversive. Après avoir évoqué les turpitudes du monde, Taha Jarrout fait dire à l'iconoclaste « Je voudrais seulement vous annoncer que bientôt nous descendrons dans la rue pour dire non à l'ère donnée au compte-gouttes. » Puis ils creusèrent une tombe à cet insurgé qui portait celui de l'autre race, celle des hommes qui portent jusqu'au tréfonds de leurs neurones des millénaires de soleil. Je suis de la race rude des montagnards qui n'ont jamais pu se faire au mensonge et qui ont toujours refusé la formule « la vérité c'est mon intérêt ». Et le poète reprend « Laissez-moi raconter la Noria et l'enfance ». Tenmir. Une petite présentation tout à l'heure, qui est donc enseignant à l'ENS, titulaire de magistère et qui soutiendra bientôt un doctorat consacré à l'œuvre de Jarrout. Il a participé par ailleurs à plusieurs colloques nationaux et dernièrement un colloque en Espagne. Rasoul Gamzatov, un Dagestanais, dans son ouvrage Mon Daghestan, écrivait, je cite, « Si tu tires sur le passé à coups de fusil, l'avenir te tirera dessus à coups de canon. » Nous en connaissons un bout de cela donc dans notre pays, à l'instar des Mamrif, Raoul et Kateb. Jarrout nous interpellait à chaque fois en convoquant les chercheurs d'os, tout en voulant réinventer le désert. Dans une présentation des vigiles, on pouvait lire aussi le livre d'un juste. Jarrout intellectuel éveillé, d'une grande générosité, mérite tout notre respect. Ce n'est que juste initiative que de faire cette incursion esthétique et poétique dans son œuvre multiple. Pour cela, je remercie nos intervenants et vous donne la parole. Merci. C'est à moi ou c'est à quelqu'un d'autre? Non, vous avez dit. Je crois que ma voix porte assez, il me semble. Qui nous a donné un petit peu une idée de, on va dire, la complexité, parce que j'aime bien ce mot, parce qu'on l'a longtemps mis de côté, on a fait croire pendant longtemps que les choses étaient simples et on sait ce que ça donne de faire croire que les choses sont simples. La complexité donc de l'énonciation finalement aussi bien romanesque que journalistique. Mais fidèle à ce que j'ai dit hier, je voulais vous demander ce que vous faites du jeu poétique. Puisque le jeu poétique, il me semble qu'au contraire, au lieu de chercher à protéger l'image du locuteur, au contraire, c'est un jeu qui est iconoclaste, c'est un jeu qui cherche à choquer, c'est un jeu qui n'hésite pas à émettre, je vais dire, des figurations. Donc, qu'est-ce que vous en faites? Parce qu'il ne rentre pas du tout dans la doxa, bien au contraire. C'est ma question. De façon là, moi j'ai essayé de voir la distribution des pronoms personnels. Alors lorsque j'ai parlé du jeu, j'avais dit que le jeu nous permet de voir de façon claire l'image de soi que donne le locuteur. C'est ça qui nous permet de retrouver cette image. Mais j'avertissais juste à propos de la confusion qui pourrait être faite entre le jeu qui est dans le discours et le jeu de l'auteur lui-même. C'est toute cette problématique entre la correspondance qui concerne la correspondance entre l'auteur, le narrateur, le personnage, etc. Je n'ai pas voulu entrer dans ce débat-là. Tout simplement, je voulais insister sur le fait qu'il est dangereux peut-être le mot est fort, il est dangereux de faire correspondre toutes ces entités dans le discours. En tant que journaliste, je pense que c'est difficile de mettre en évidence cette non-complémentarité entre l'auteur, le narrateur et les différents pronoms personnels qui se trouvent entre ces deux notions. Parce que nous avons appris à l'université
qu'il faut éviter de considérer l'auteur comme étant le narrateur. Pourquoi? Parce que parfois, Mohamed Ben Jelloul met en relief un narrateur féminin. Donc, ou bien inversement, Malika Moukadem, par exemple, elle peut prendre un narrateur masculin. Donc, il faut faire attention en ce qui concerne le lexique, en ce qui concerne les différents termes employés pour situer cette absence de confusion. Donc, c'est dans le texte autobiographique que nous pouvons situer ce jeu dominant, ce jeu omniprésent qui peut véritablement refléter la conscience profonde de l'auteur. Donc c'est peut-être au niveau du texte, soit poétique, comme le disait ma cousine Gebalou Yamile, et également au niveau du texte romanesque où le jeu est omniprésent. Mais chez Tahar Djaoud, et c'est là ma question, il y a, si vous voulez, un passage souvent répété entre les différents pronoms personnels et également une incursion de l'auteur à travers le jeu, JE. Donc, à partir de là, comment pouvez-vous mettre en évidence cette difficulté d'énonciation? Parce que dans le procès d'énonciation, dans l'acte d'écriture de Tahar Djaoud, il y a une référence à plusieurs espaces, notamment l'espace qui considère que l'enfance est déterminante, avec l'emploi de verbes au passé, si l'on veut, mais parfois il y a une actualisation, il s'introduit en tant qu'auteur dans le jeu. Donc il y a presque une confusion qu'il maîtrise, mais qu'il dévoile comme s'il veut échapper à la narration. Donc l'acte narratif qui évite, en dehors du roman autobiographique ou du texte autobiographique, cette difficulté. C'est-à-dire, parfois, il détruit la frontière entre auteur et narrateur, que vous appelez locuteur, et dans ce cadre, il essaie de concilier, peut-être inconsciemment, cette incursion de l'auteur lui-même dans le jeu. Voilà ma question, avec ça. De l'acte d'écriture, il y a une progression. Et Tahar Djaoud utilise, comme vous l'avez si bien dit, du singulier, donc première personne du singulier, qui investit la narration. Donc, à ce moment précis, est-ce que dans l'acte d'énonciation de Tahar Djaoud, est-ce qu'il y a une incursion, c'est-à-dire il veut appréhender toutes les réalités, que ce soit anciennes ou présentes, de son acte d'écriture? Voilà, si vous pouvez développer cet aspect. Est-ce que c'est lui qui fait la confusion, c'est ça? Oui, il commet... Voilà, c'est exactement ça. Oui. C'est-à-dire vous parlez d'autres traces de Djaoud dans l'écrit, dans le jeu. Bon, je pense que dans ce cas-là, la trace discursive en elle-même ne lui permet pas de façon de relever concernant le pronom personnel la répartition des pronoms personnels dans l'œuvre de Djaoud. Dans l'œuvre de Tahar Djaoud. Très bien. Parce que là, c'est une autre approche. C'est une autre approche. Voilà. Alors que moi, je suis dans l'analyse de... Maintenant, concernant l'enfance, je crois que vous avez abordé ce terme d'enfance. J'ai abordé dans un autre article comment le nom propre permet et l'utilisation du prénom et l'utilisation du prénom et du nom à la fois étaient différentes. À propos de l'éthos, oui. On voit là encore une chose grecque, n'est-ce pas? Méditerranéenne, par excellence. Donc, moi j'aimerais savoir si tu as fait référence justement au comportement de Socrate lors de son procès. Est-ce que tu as pris des référents grecs pour étudier l'éthos chez Tahar Djaoud? Parce que Socrate est arrêté, n'est-ce pas? Parce qu'il a créé un désordre dans la cité athénienne, n'est-ce pas? Voilà. Et les lois étaient telles que, même si elles n'étaient pas de vraies lois, parce qu'elles étaient donc dictées par des tyrans, n'est-ce pas? Et lui, il a dit que c'était les lois, et je vais respecter ces lois même si elles sont fausses, n'est-ce pas? Et donc, y a-t-il un rapprochement entre l'éthos, donc l'être de Platon, vis-à-vis de son procès, vis-à-vis de ses bourreaux, ou, comme le dit d'ailleurs Platon, qui a, dans l'apologie de Socrate, Criton et le Phédon,
Est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a des parallèles justement entre l'œuvre de Tarjaout, n'est-ce pas, que vous avez si bien étudié, et justement à la Grèce antique, à ce comportement, au-delà donc, au-delà de toute littérature. Voilà, merci. Je me permets de dire ça avant que Boualem Yakar ne soit arrêté. Le narrateur était en train de décrire un désordre dans la ville. En fait, il roulait en voiture, Boualem Yakar roulait en voiture, et il voyait que la ville avait changé. C'est peut-être aussi pour cela, pour ce désordre-là, que l'auteur, le narrateur, on l'appellera comme on veut, a été jugé. C'est dans ce désordre-là de la ville, il a apporté le désordre de la ville, et on sait que Boualem Yakar aussi apporte de la subversion de par son métier. Donc le rapprochement est faisable avec justement le désordre qu'introduit Socrate dans la cité. D'autres intervenants? Oui, M. Romer et puis M. Starr. Oui, allez-y. Moi, je reviens juste sur, je trouve, votre travail très méthodologique, etc. Mais à part le féminin et les femmes dans la féminité, dans le roman de Diallo. Mais si on regarde de plus près, par exemple, au niveau des analogies, des métaphores, des paraboles, il y a une présence constante dans les romans de Tarjaout. Par exemple, la raison, par exemple, la ville, en fait, la présence de la femme, la féminité. La féminité. Par exemple, dans les derniers de la raison, il y a deux instances de discours sur la ville du passé qui considèrent comme une ville associée à la féminité, à la métaphore. Par exemple, l'idée d'une ville ensorcelante, je ne me rappelle plus les exemples, mais il y a souvent dans la poésie de Tarjaout, ou associée à la mer, et dans l'espace de la ville, par exemple, il associe beaucoup l'espace à l'espace féminin. Et notamment, par exemple, dans le dernier de la raison, il y a plusieurs foyers d'espace. Il y a la librairie, parce qu'en fait, dans le récit, il ne raconte jamais un personnage à l'intérieur de la ville, parce qu'il se regardait à travers la librairie ou à travers la maison. Et la maison, c'est aussi un espace féminin dans la vie. J'ai pris en considération cet aspect-là, parce que ce que je voulais retrouver, c'est l'image, la présence de Diaoud dans ses écrits. Je n'ai pas abordé la présence féminine ou la féminité au sens large, sans que ça soit femme, hein, parce que caractère féminin, l'écrit, ça ne veut pas dire présence de la femme. Donc je ne veux pas aborder ce point-là ici, justement, dans ce travail-là. Merci, M. Romer. Oui, moi, ce que j'ai envie de dire, effectivement, dans l'écrit par rapport à d'autres auteurs algériens, que je lire aussi bien que le livre, le livre, etc. Et j'avais cette révolution. Moi, ce qui me conseille, je me demande si Tarjaout n'avait pas accordé de chevet dans sa littérature, d'un grand écrivain français. C'est tout ça, c'est à la fois simple, mais ça peut être compliqué. Mais voilà. Et juste pour terminer sur son enfance, il faut savoir que Tarjaout, dans mon cœur, son père l'a puni, parce qu'il y a une histoire entre lui et son frère de mensonge, et son père l'a attaché dans une bergerie avec des chèvres pendant 2-3 jours. C'est une fois, c'est la seule fois. Quelle étape de son père? Alors, je suppose son discours, ça c'était raffieux sur les femmes, sur le vigile, par rapport à Sania, à Noah, etc. Je crois que c'est son livre de chevet, mais ce qu'on sait déjà, c'est que M. Chérifien en parlait hier, c'est Khatibi tout d'abord, et l'iconoclaste, on en discutait hier en rentrant. Ces lignes, je ne suis pas très sûr,
Mais c'est vrai que dans ses romans, il cite assez souvent des auteurs français, des auteurs américains. On connaît sa grande culture et ses lectures. L'ayant connu? Non. Je suis pas rentré dans l'intimité de sa chambre. Votre séance. Vient de l'expérience, je préfère parler d'expérience d'écriture de Djaoud. La tonalité, il est donnée déjà dans l'entame de l'Exproprié, là où il dit ça y est, j'ai plus envie maintenant de parler comme on a l'habitude de parler, je vais m'assumer, d'accord? Je ne serai plus un intérimaire, parce qu'un intérimaire c'est qui? C'est quelqu'un qui occupe un travail à mi-temps, quelqu'un qui n'est pas confirmé dans son poste, mais quelqu'un qui, quand on lit Djaoud, quelque part en devinant ce qui a été déjà dit. C'est donc pour proposer un nouveau regard, ouvrir, si vous voulez, ce qu'on appelle un nouveau paradigme de lecture. Merci M. Dufal, merci M. Bolili, Mme Amhis. Nous vous invitons pour une petite pause café de 15 minutes et nous reprendrons les travaux après. Merci pour tout le monde. À tout à l'heure. de modérer ce... Si. Voilà, Si, c'est facile. Vous avez choisi le mot aborder
la dernière ligne droite avant la fin du colloque, c'est la séance de l'après-midi qui a été décalée vers cette fin de matinée. Vous allez avoir deux communications, l'une qui vous sera délivrée par Mohamedou Ali Djibli de l'Université d'Alger, pédagogue, consultant en éducation auprès de la chaîne 2 et amoureux des lettres et de la littérature française. Il est docteur de l'université de Nancy, si je me trompe. Et comme c'est un ancien normalien, donc nourri aux choses de l'école, il a choisi le thème de l'école dans Les Vigiles, le roman de Taha Djaoud. Une vision critique de l'école, du thème de l'école dans Les Vigiles. Deuxième intervention, deuxième communication, c'est Madame Bourlou Malika Fatima, maître assistante, chargée de cours, à ma droite, Université de Tizi Ouzou, docteur en langue et civilisation française. Sa thèse portait sur la figure de l'intellectuel dans l'œuvre romanesque de Mouloud Mamri. Thèse qu'elle a soutenue en 2006 à l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, en France. Aujourd'hui, nous allons écouter sa communication autour d'une lecture mythanalytique des Vigiles, toujours du roman de Taha Djaoud, le mythe de Madame Bourlou Malika Fatima. Donc, sans trop tarder, je lui... Hein? C'est moi. C'est toi. Un témoignage à propos de Djaoud, parce que je ne l'ai pas connu directement. Je ne vais pas non plus faire une analyse pointue de l'œuvre de Djaoud. Alors, mon regard, ça sera plutôt, enfin l'intérêt que j'ai pour l'œuvre de Djaoud aujourd'hui, c'est celui du pédagogue qui essaie de voir un petit peu la vision qu'a Djaoud de l'école. Bien, donc Taha Djaoud est issu d'une génération qui a connu l'école héritée du système colonial dans sa dimension humaniste, ses valeurs universelles, laïques et républicaines. Il assiste impuissant, à l'instar d'autres intellectuels, à une mutation de la société où les valeurs liées à la scientificité, la rationalité, l'identité objective n'ont point de place. En effet, sous prétexte d'une contestable légitimité historique, certains s'arrogent le devoir de préserver les acquis de la révolution, entre guillemets. En réalité, ceci n'est qu'un stratagème qui leur permet non pas d'être des militants pour l'indépendance et l'intégrité de la nation dans la continuité révolutionnaire, pour reprendre ces termes connus, mais les vigiles, entre guillemets, pour leurs propres intérêts sociaux ou leur rente. Les intellectuels, notamment, sont toujours suspects à leurs yeux. À ce sujet, Djaoud, mythique, dénigrait l'humanisme et les valeurs universelles, ridiculisait l'intelligence. Taha Djaoud dans Rupture numéro 1 de janvier 1993. À tel point que tous les hommes qui, comme lui, ont cru aux valeurs démocratiques, ne se reconnaissent plus et se sentent étrangers à leur société, à leur pays. Taha Djaoud, dans Les Vigiles, décrit dans un style décapant l'état d'une société minée par un conservatisme mesquin. Il pointe du doigt notamment le système politique, la bureaucratie, l'emprise de la religion érigée en système exclusif de pensée. L'école algérienne est au centre de la tourmente. Elle est à la fois l'otage, mais aussi le moyen de maintenir l'Algérie dans un certain passé et de la freiner dans son devenir, de l'empêcher d'être une nation ouverte sur un monde de liberté, de justice, de progrès. Au cours de cette intervention, je vais tenter justement de montrer la place de l'école dans le roman, la vision critique qui y est développée. Ma démarche consistera à analyser le texte, plutôt à faire un relevé des indices ayant un lien direct ou indirect avec l'école. Ces indices vont permettre de dégager trois aspects.
que j'essaierai de développer. Donc le premier, c'est l'école, une vision nostalgique de l'auteur, parce qu'il ne pense pas à l'école. Alors à travers la description du présent, on voit derrière ça l'idée qu'il a de l'école. Et c'est cette opposition-là qu'on va essayer de développer. La deuxième chose, c'est donc la dimension politique. Comment l'école, au lieu d'être un moteur du progrès, c'est devenu un frein au progrès. Alors l'école, la vision nostalgique de l'auteur. Que représente l'école pour Djaoud? L'école doit être un lieu de division de valeurs humanistes. Elle doit être un forum, un lieu d'échange tel celle du respect et de la déférence due au maître, aux aînés d'une manière générale, valeurs qui tendent à disparaître de nos jours. Alors je vais reprendre rapidement. Passionnant, effectivement, qui tenait à cœur Tahar Djaoud, et c'est un thème qui peut nous prendre des heures et des heures en débattre. Mais je crois que Tahar Djaoud, cité dans la communication par M. Djebli, a été clair quant au tard dénoncé au tard du système scolaire. Merci M. Djebli. Nous allons passer immédiatement à Mme Bourlou pour sa communication, le mythe dans les vigiles de Tahar Djaoud, ou la mythe-analyse, comme on appelle ça. Je vous remercie, monsieur. C'est plutôt pour une lecture mythe-analytique des vigiles, j'espère, puisque c'est moi qui clôture le colloque en quelque sorte. J'espère pouvoir apporter un regard assez global sur l'imaginaire de Tahar Djaoud. Et je reprends Durand. Si, pour reprendre donc Durand, l'espace est bien la forme a priori où se dessine tout trajet imaginaire, nous pouvons alors avancer qu'en ce qui concerne l'espace romanesque, tant narratif que mythique. Les vigiles de Tahar Djaoud, cela est on ne peut plus vérifiable. Ce roman, en effet, dont l'intitulé est révélateur à plus d'un titre quant au contenu annoncé, est bien le tracé d'un espace ou de plusieurs espaces qui s'enchevêtrent et qui tentent de se cloisonner et de se décloisonner en opposant chacun sa propre essence. Nous allons donc voir dans quelle mesure les vigiles peut être perçus comme une mise en abîme d'une part d'un espace clos qui s'instaure, qui s'impose et qui impose son poids jusque dans l'écriture djaoudienne qu'il contraint, essouffle, dont il casse l'harmonie et l'euphonie du style. Et d'autre part, d'un espace infiniment ouvert, lyrique, qui confine au sublime, tant il fait appel au mythe et à la poésie. Le réel et ses contraintes, ou pour le dire plus symboliquement, le régime diurne de l'image, semblent en effet avoir tant sur le psychisme du narrateur-auteur que sur son texte des effets annihilants, inhibants, claustrateurs. Ces effets sont alors contrebalancés par les images nocturnes de l'espace maternel, marin, aquatique de l'imaginaire, dans lequel l'auteur puise à pleine goulée. C'est ainsi que l'écrivain ressource ses forces mentales, agrandit son espace intime qui rend flou considérablement l'espace exime et irrigue le texte. L'Amjad Mahfouz, et Mémoire Ziada, qui étaient deux étangs disjoints, séparés, méconnus et se méconnaissant entre eux, se conjoignent pour donner une seule figure duelle, ambivalente, complémentaire, parce que portant en elle les traces de la mystérieuse conjonction et de l'unité retrouvée. Fortement imprégné de poésie et puisant dans le mythe, c'est écrit tri, lancé dans les années noires, au tout début des années noires, qu'il annonce et prédit, quelque noir qu'il puisse sembler être, n'emporte pas moins en lui les prémices
de la renaissance et de la résurrection. L'esprit, avec un E majuscule, irréductible, fait le verbe inaliénable. L'oiseau, symbole de l'alchimie, symbole ultime de l'alchimie, qui ne se laisse pas, je cite, malmener par l'hiver, en est la preuve. Et les étoiles, veillant à préserver l'ineffable beauté, je cite, cueillis un soir amènent leur nocturne et doux éclat, en est une autre. Mais avant d'aller un peu plus avant, nous voudrions dire combien l'écriture jaoussienne s'inspire de l'écriture mamérienne. Jaout, comme Amri, puise chez les morts pour faire place aux vivants, montrant ainsi que la mort est une continuité de la vie qu'elle génère, que celle-ci n'a pas de fin. Nous démontrerons donc dans un premier temps la part d'inspiration symbolique et ou mythique, expression que nous préférons à celle d'intertextualité, n'ayant pas fait nôtre de tels référents théoriques, que les vigiles doivent à la colline oubliée de Moulbari. La dite œuvre, la colline oubliée, mettant en scène deux personnages symbolisant les deux pôles de la culture de la personnalité berbère algérienne. Mokran étant l'archétype de la culture apollinienne ou prométhéenne, spirituelle, donc la Tamousni, et Mouh, le berger, celui de la dimension dionysiaque et populaire. La mort de Mokran survient vers la fin et parachève de la sorte le processus cyclique initié par la actualisation des valeurs, l'oubli, que suggère le participe passé oublié, étant titre et à bien d'autres, mais à moindre degré, être considéré comme une réécriture de la colline oubliée, et c'est là une réécriture dont elle réactualise la portée en réinvestissant les filles, occuper la place essentielle et constitue de ce fait les deux pôles d'une pensée, de l'imaginaire, d'une culture. On peut aller, tisse le monde et le refond à contre-courant, à contre-temps, du temps qui s'instaure, du temps cassante, rugueuse, cheinte, la soldatesque et la geôle, et cassante, blessante, pour semer la haine et la peur, lumineuse, solaire et apollinienne. Donc la bipolarisation de la... de Menouar Ziada, justement, Menouar Ziada est marié, mais sa femme, on ne la voit pas. On l'entend, mais on ne la voit pas. À aucun moment, la femme de Menouar Ziada ne se présente ni physiquement, ni par la parole, hein, contrairement à la femme du port qui s'est mise à parler. Ça confirme, je pense, ça confirme ce caractère androgyne de Menouar Ziada. Que dire après ces deux formidables communications où M. Djibli, à travers l'œuvre de Tahar Djaout, c'est M. Djibli, hein? M. Djibli, pardon, M. Djibli, d'abord, nous a plongé dans la pensée de Djaout, laquelle pensée met en évidence le danger qui guette la G. Il nous plonge justement avec Ishtar aux enfers. C'est le côté démoniaque de la G, de ceux qui veulent détruire la G. C'est terrible. De parler de la mythologie en Méditerranée. La Méditerranée elle-même est née de la mythologie. La Thétis, la déesse des mers. Et donc, parler des représentations mythologiques dans l'œuvre de Tahar Djaout nous fait voyager dans d'autres œuvres. Vous avez cité Mamri, moi je vais citer Albert Camus. On la retrouve comme élément également dans Non Satipaza. Consonance que j'ai soulignée est pertinente pour un lecteur étranger. Je vous avoue que je n'y ai pas songé. Et il se pourrait très bien qu'elle ne le soit pas. Hein? Mais ce qui m'a frappé, c'est la douceur du nom, tant au plan du signifiant que du signifié. Menouar Ziada, en plus il y a le sens.
Nord, hein, Zieda. En plus, il y a une certaine luminosité qui va grandissant. Et même la gloire, il y a de la gloire. C'est le sens. C'est plus le sens qui m'a donné à penser cela qu'autre chose. En plus, scandale, j'ai cherché à comprendre ce que voulait dire scandale. Je n'y suis pas arrivée. J'ai découpé alors, scandale. Ça vient d'Alexandre. Alexandre. Ça vient d'Alexandre. Merci. Je n'ai pas été plus loin que le bout de mon nez. Brique. Donc Brique, c'est le beignet tunisien. Le beignet algérien aussi. Non, c'est plutôt le beignet tunisien. Alors j'avais analysé ce nom, il va intervenir certainement. Alors pour Scandal Brique, moi j'avais vu l'étrangeté. Scandal Brique, j'avais vu le caractère étrange plutôt, le caractère étranger, excusez-moi, le caractère étranger, c'est quelqu'un qui est venu de l'extérieur, et notamment de l'Est. Notamment de l'Est, Tunisie, j'avais pensé à Alexandrie aussi, Égypte, donc c'est une interprétation parmi d'autres, qui est venue de l'étranger, et justement ces gens-là qui sont ces vigiles ce ne sont pas en réalité des enfants de l'Algérie qui ont contribué à l'indépendance de l'Algérie, qui ont contribué au progrès de l'Algérie, mais ce sont plutôt des gens, des opportunistes qui se sont accaparés les fruits d'autres personnes. On se rappelle tous l'armée des frontières, etc. Voilà. Nous arrêtons bientôt, donc je ne vais pas allonger. Oui, effectivement. Je voulais juste rebondir sur ce que disait tout à l'heure M. Ahmed Tessa concernant Tahar Djaout, est-ce qu'il aurait ou pas fréquenté l'école coloniale. En tout cas, s'il est né en 1954, donc sa scolarité s'est située globalement entre 59-60 et les années 70. L'école coloniale ne s'est pas arrêtée le 19 mars 1962. C'est pas par miracle, je veux dire. Donc si on doit appeler ça l'école coloniale, je ne sais pas comment l'appeler. En tout cas, c'est une école qui est plus valable, malheureusement, que celle que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est certain, il n'est même pas besoin de démontrer, je crois, sur ce qu'on est plus. Donc, Djaout, mais quelle que soit la performance de l'école qu'on ait pu fréquenter, l'effort individuel n'est pas excluant non plus, parce qu'on a beaucoup de gens qui avaient fréquenté les mêmes écoles, qui pourtant n'avaient pas, loin de là, malheureusement, le niveau d'Djaout. Voilà, je voulais juste rebondir un peu sur ça. Donc, en tout cas, il avait fréquenté une école qui était encore valable et formatrice, et je crois que sur ça, nous sommes d'accord. Voilà. Je vous remercie. Merci. On va faire la synthèse. On n'a pas encore rappelé rapidement ce qu'on a. On va conclure sur les points les plus importants. À mon avis, le point le plus important, c'est qu'il n'y a pas, j'allais dire, un seul Djaout. Nous n'avons pu que voir des fragments de la vie, de l'écriture, de l'œuvre de ce grand homme. Et je pense qu'il faut plusieurs colloques de ce genre pour pouvoir cerner, si c'est possible, bien sûr. Mais ça nous a permis, et malheureusement, il n'y a pas l'auditoire n'était pas là, hein, pour justement pouvoir diffuser ce message de Djaout, et mon ami Djebli en parlait. C'est qu'en citant Djaout, bien sûr, dans les vigiles, où lorsqu'il s'agit de culture, les gens ne se bousculent pas pour l'instant. Donc on a vu que Djaout était multiple. Et Djaout et l'école, l'un des thèmes les plus chers à Djaout, d'ailleurs il y revient dans Rupture, dans son article La logique du pire. On a vu comment c'est un homme de sa société, il est sensible à tout ce qui se passe dans la société, il a essayé de contribuer, modeste bûcheron, hein, comme il le dit dans le dernier de la raison, il a essayé de ramener cette Algérie
à l'histoire, hein, de la remettre sur les rails de l'histoire, comme il le dit. Il l'a payé de sa vie, et nous avions tenté durant ces 2 journées tenter de lui rendre hommage, et je pense qu'il mérite plus que cela. Je vous remercie et j'invite M. Ftmouch s'il a quelque chose à ajouter. Sinon, pour les... Il fallait s'y mettre pour éventuellement déboucher sur, pourquoi pas, un cadre formalisé, pérennisé, en hommage à Tahar Djaoud, mais pas seulement à Tahar. Tahar il n'aurait pas aimé avoir la couverture à soi seul. Avec Tahar, il y a d'autres, ils sont nombreux. Et je crois que pour ce qui est des recommandations, s'il peut y avoir recommandations, peut-être que des idées peuvent émerger de la salle. Et avant de terminer, je passerai la parole à M. Omar Ftmouch, le grand architecte de cette belle fresque et de cette belle pièce montée en hommage à Tahar Djaoud. Une pièce montée et doublement montée. Vous voulez dire quelque chose, M. Ftmouch? Moi, je voulais juste proposer. Va toucher plusieurs paramètres. Béjaïa et la littérature, Béjaïa et l'anthropologie, Béjaïa et la sociologie, Béjaïa et l'histoire, etc. Ça va être un colloque qui va toucher à toutes les disciplines, pas uniquement discipline littéraire ou linguistique. C'est aussi un colloque qui sera ouvert à toutes les langues, pas uniquement à la langue française. Et là, nous le proposons à M. Ftmouch, et nous souhaitons que le théâtre régional accueille ce genre de manifestation. C'est une invitation pour nos amis du Café littéraire de la Maison de la Culture qui font un boulot extraordinaire afin de pouvoir enrichir le débat qui se poursuivra avec M. Dahoud Jabal à 17h. Oui, et puisqu'il est là, nous lui souhaitons la bienvenue au théâtre régional de Béjaïa, Azzoul Ansouf. Bon, écoutez, je vais vous dire sincèrement, Tahar Djaoud, en 2 mots, j'ai eu l'occasion, le grand honneur de le connaître en 1981, le lendemain du Printemps Berbère, lors d'un grand festival du théâtre amateur. Et depuis ce temps, Tahar est resté pour nous quand même le symbole effectivement d'un intellectuel éveillé. Il n'a cessé de suivre cette jeune troupe de théâtre de Bourges-Ménayel, même à assister à des petites répétitions anodines comme ça, ne serait-ce que pour apporter un tant soit peu dans nos discussions à la fin de la répétition. Ahmed, donc on est un bon bout de cette petite expérience qu'on a eue avec lui. C'est pas le moment d'en parler, mais je viens d'abord à... Il te prédisait un bel avenir, effectivement. Déjà avec Tahar Djaoud, c'est aussi celui qui venait au Poésiade de Béjaïa. Donc il était l'invité de ce théâtre chaque année. Il ne cessait de venir, il était là, présent sur cette scène même. Donc ce n'est que justice que le théâtre de Béjaïa. Nous avons une manière de dire les choses ici au théâtre, on dit on invite les auteurs. On a invité Mimouni avec Le Fleuve détourné, et on a suivi, on s'est inscrit dans une perspective un petit peu plus intellectuelle pour sortir des sentiers traditionnels de la pratique théâtrale. C'est un petit peu de jumeler l'effort de l'université dans la critique universitaire avec le théâtre. Il est temps que l'université ne s'éloigne pas trop du théâtre, on en a réellement besoin. L'expérience avait commencé avec Mimouni, on a eu Le Fleuve détourné, et ça a été un très grand spectacle, et ça a été suivi avec plusieurs débats avec les universitaires de Béjaïa, d'Alger et d'autres. Et puis, on invite cette année, en 2009, parce que les 2 années, Tahar Djaoud, donc il est chez lui, et on s'était dit qu'on ne pourrait pas parler de Tahar Djaoud uniquement, surtout avec les comédiens qui ont suivi le débat du colloque. On ne pouvait pas inviter Tahar Djaoud uniquement juste autour d'un spectacle de théâtre. C'est vrai que ce que vous allez voir ce soir, ça va être une pièce de théâtre. Nous avons salué les vigiles à notre manière.
nous vous en laisserons ce soir le plaisir de découvrir quelle est notre manière donc de procéder, d'inviter et d'essayer de découvrir les vigiles. Et je salue franchement les deux dernières interventions qui sont allées un petit peu très très loin dans l'analyse, et je les inviterai ce soir à nous faire, pourquoi pas, un travail, une autre vue, une autre lecture de ce que peut le théâtre à travers d'autres signes, d'autres codes proposés dans les vigiles de Tahar Djaout. Je ne vais pas donc terminer sans remercier énormément M. Tessa, M. Boualili, ainsi que tous les intervenants qui ont animé ce colloque, et dire aussi que le théâtre régional de Béjaïa est disposé et prêt sur le plan logistique à vous accueillir à chaque fois que vous voulez nous rendre visite. C'est votre espace, c'est l'espace de la concertation, et c'est votre théâtre, c'est votre maison, c'est votre adresse. N'hésitez pas à venir nous rendre visite, même en dehors des rencontres un peu de colloques et tout ça. Et nous accueillons avec plaisir aussi cette proposition qu'il y ait un colloque sur Béjaïa. Nous vous laissons le soin de nous faire toutes les propositions nécessaires, et nous sommes à votre disposition et à votre entière disposition pour effectivement l'organiser dans les meilleures conditions. Un dernier mot pour l'assistance. De toute façon, on a fait énormément de choses. Dommage que l'université au niveau de Béjaïa, on est tombé dans une période un peu de congé, sinon tout le monde a été informé à temps voulu, le département de français et tout ça, pour qu'il y ait donc... mais je pense que quand même, nous avons eu une assistance très intéressante, des débats de qualité, et ça c'est très bien. Et pour cela, on a pensé remettre à nos amis intervenants, des attestations, des petits diplômes comme ça, ne serait-ce que pour réaliser en signe de reconnaissance. J'invite, si vous permettez bien, Wissam, tu peux... Il y a Camilla qui est là. Veuillez vous présenter. Allez, rapidement. Allez, très Monsieur Abdoul. Si, la jeunesse. Madame Johanna Je m'excuse, j'ai des Bien sûr. Monsieur Bernard Turpin. Madame Malika Fatima Bouhelou. Elle est là. Alors là, venez pas ça. Monsieur Youssef Inoul de l'Université d'Alger. C'est posé. Chez Miguel. Je réserve la surprise du chef. Non, il y en a qui a donné sur la scène médiatique pour vulgariser la littérature algérienne. Il est là devant vous. Sur le plan national et international. Une chaude mise, hein. Ahmed Boualili, parce que les vieux peuvent attendre. Monsieur Djebel, il faut commencer par les jeunes. Monsieur Boualili, où sont les vieux ici? Ah, où sont les vieux ici? Pas de vieux. Alors, moi, j'ai fait une photo de enseignant, hein. Voilà. Comme ça.
Tu as oublié. Non, non, pas bien. On fait une photo de famille là. C'est bon comme ça? دوث مذلين تفغد ثغري صرار حب وهدروان دوث مذلين تفغد ثغري صرار حب وهدروان كن زايلي صدر راسي المحلى ذي سفلان نغلي في الجزائر وزكا كن زايلي ورتسرو يرا خاص تركي الجتسا تفسير تكثر تمتسا ترى خاص فلاغ قصح في زين هي فاشل لدنا جود دواء خاص نقضن اشحال Ah oui, là, il avait beaucoup de choses. أصل برون واحد سولة ولا يسألوا كذا يقولوا له كل تربة كذا بس كذا مش فيه إنسان شيء هذا 5 دقيقة تعمل بس أنت كيدون ما سمي بس ولا كان في لحن ذاك فريد كان جرى الإنسان كل واحد عنده يروح سمي يقرأ ايش الفرق واحد ديال كيما القرايه الجزائر كيكمل القرايه الجزائر اللي ساق باغي الجزائر ما مولانا كيتكلموا قبيل مش حاجه يعطيك الصحه عشان بدات كان مش يقارن مازال قارن يعني الحمد لله قاعد يقارن الحمد لله مازال تسال الحمد لله قاعد يقارن الحمد لله نصار يقول كذا يقول ما قلت بعد 3 شهور صافي الباز مش حاجه تديك مش حاجه مش الحمد لله يعني كذا الحمد لله قاعد يقرا تكمل السواح ان شاء الله الحمد لله يعطيك الصحه يعطيك الصحه تكمل عقد ديما هرزه اش نسوي القبالة اش نسوي؟ هو نسوي داكور صحيت يديها صحيت فيلاجوا بغيتني دازا كاسداس
C'est un village de regroupement. C'était un village de regroupement, donc il y a un camp, voilà, Il y avait un camp militaire. Il y avait un camp militaire un peu plus haut. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc clôturé, enfin si on peut dire comme ça, clôturé tout le village. Voilà. Avec des barbelés pour empêcher. Avec des barbelés, c'est pour ce qu'il parle. C'est ce qu'il faisait, oui. Là, lui, il parlait de barbelés. Ça l'a marqué, les barbelés. Ça l'a beaucoup marqué. Donc dans tous ces écrits, on retrouve ce truc de barbelé. Même les raies de l'oiseleur, c'est un peu dans ce... Solstice barbelé, la poésie. Solstice barbelé aussi. Effectivement. Voilà. Alors, bon, voilà. Ça, c'est bien. تجمع النينزيك ذاك الكارت. Voilà, c'est l'ancienne Jamaat du village. Elle fonctionne toujours? Enfin, il y a que les gens qui savent, voilà. Donc ils ont préféré la garder. Très bien. السي هذا كاين في النظريه ديال الطهار يحمل يتسمى السي هذا كاين on va la voir. Le véhicule n'a pas de bras. La place où il s'asseyait. Il venait d'Alger avec son petit véhicule, il a ramené des pelles et tout. Donc il a beaucoup aidé pour construire cette mosquée. Donc il était très très volontaire. Et, voilà. Oui, d'ailleurs, il n'a jamais dit qu'il était contre l'islam ou la religion. Justement. Oui, justement. L'ouverture. Ça va, là-bas, si ça va tranquille. Universitaire. On a essayé donc de parler un peu de l'œuvre de Tahar. C'est une exposition et puis l'Inès de Sagué. J'ai attendu à ce que vous me contactiez, mais ça n'a pas été le cas malheureusement. Non, je n'ai pas eu ça. C'est Ahmed qui devrait prendre. Le contact ولا شو ساعة التليفون. ناس ذاي. Je pense le numéro de. مازال كاين مازال خير. Des questions qu'on passe par le khona. عساتنا في الجنوب ذاك قفنا. Ahmed comme c'est lui qui était notre contact ذاك. Donc en quelque sorte votre guide. Voilà. Ça va bien? Oui. Non. Bien sûr. Bien sûr. أنا ما نهدرش بزاف باش مي نفهم أنا كي نسمع الناس يهضروا بيان سور هضرات شوية الطاهر Donc, quelle sera la première question par exemple? En français, Donc, le premier souvenir sur le Tahar, les meilleurs souvenirs qui vous restent en mémoire. Donc, Tahar c'était un frère et à la fois un ami. Parce que j'avais l'occasion, c'est normal, nous étions ensemble. Quand nos parents étaient encore vivants, donc nous avons vécu ensemble. C'était un frère exceptionnel, c'était donc, en quelque sorte, je lui étais le frère aîné, c'est normal, et en même temps je lui étais en quelque sorte le guide, le tuteur moral parce que j'ai été le plus grand de la maison. Donc, j'ai fait le devoir d'un frère envers un autre. Voilà. Sa scolarité, c'était une scolarité très brillante. À l'époque, il y avait le prix d'excellence. Maintenant, je crois qu'il n'existe pas. Maintenant, en Algérie, il a disparu. Il n'y a plus de prix d'excellence. Donc, à l'époque, il y avait le prix d'excellence qui ne lui échappait jamais. À chaque année, il l'a. Avec une petite intervalle entre lui et le tableau d'honneur. Et ben voilà, c'était ça par là. À quelle heure à quel âge il a quitté le village? À quel âge? À peu près. Tout d'abord, il avait quitté aux environs de
D'abord, il faut que je me passe sur mon âge. Oui, d'accord. Tout à fait. Moi, je dis ça à peu près. Voilà. Peut-être à l'âge de 13-14 ans. 13-14. Qu'elle avait quitté ce village. Nous avons quitté définitivement ce village. Fin 65, début 66. Ah, d'accord. On s'est installé à Alger. Oui. Donc, lui, donc il avait exactement 13 ans. D'accord. De 53 à 66, il avait 13 ans. Question importante, il est né en 53 ou en 54? Non, il était né en 53. Le 11 janvier 53, il faut qu'on corrige cette erreur. Oui, parce que justement, la dernière fois, c'était sa fille, Nadia, qui nous a dit que c'était en 53, pas en 54. Non, c'était en 54. Nous avons été nés le même mois. Moi, j'étais né le 30 janvier, lui, il était né le 11 janvier 53. 53, bon, voilà, ça c'est bien. Parce que partout, c'est marqué 54. C'est vrai, il y a même une question qui a été donnée. Le pauvre malheureux qui a des 53, il s'est trouvé perdant. Alors, c'était lui le gagnant. Je l'ai entendu une fois dans l'émission de la radio. Oui. Parce que tout le monde pensait que c'était un 54, parce que lui-même, il a écrit dans l'un de ses romans. Il avait, je crois, été dans son avant-propos, ça a été écrit en 54. Lui, c'était en 53. Oui, d'accord. Sa date exacte de naissance, c'est le 11 janvier 1953. Il venait souvent à Ardaguia, il participait aux activités du village et tout ça. Il avait participé à la construction de cette mosquée que vous voyez là. Oui, comme tout le monde. D'ailleurs, une fois même, je me suis dit, donc, en cotisait, je crois, 10 000 francs de l'époque, soit 100 dinars actuellement. Je lui ai dit, bon, le voyage coûte plus cher, pourquoi ne pas donner à Khalil? Il m'a dit non, je préfère lui participer parce que ce n'est pas l'argent qui fait ça. Même si je paye un peu plus, je participe à la culture du voyage. Donc, parce qu'on venait sur ensemble, dans cette voiture qui était la coccinelle à l'époque, une Volkswagen. La coccinelle. Donc on venait ensemble et m'a dit que je préfère mieux participer avec mes propres moyens, avec ma force physiquement, que de payer ce que je dois payer. Donc il avait une coccinelle à l'époque. C'est la même coccinelle dans les vigiles. On retrouvait dans les vigiles, dans le roman des vigiles. C'est mon frère qui lui a vendu la coccinelle. La coccinelle, parce qu'elles étaient amies. Et son histoire avec le métier à tisser, est-ce qu'il a une relation avec le métier à tisser? Tardi les vigiles, parce que ma mère était tisseuse. Exactement. C'est très bien. Ma mère était tisseuse de Burnos, c'était tisseuse de tapis et tout. Donc c'est certainement, si on souvenir à sa mère. Et vous aviez un métier à tisser à la maison? Oui, à la maison. Nous l'avions, mais maintenant non. Bien sûr. C'était pour ça, je crois. Et sa scolarité, sa scolarité, comme dit, il est parti en 65 à Alger. La scolarité d'Alahna ou à Alger? Non. Le primaire, je crois, au niveau du cours moyen, je crois, il a quitté. Une année à deuxième année, quelque chose comme ça. Une année à Asfour. Une année à Asfour, le reste à Alger. C'était, je crois, à Alger, il a débuté au boulevard de la Victoire. C'est là qu'il avait eu son certificat d'études. Ensuite, au lycée Bijou. Au lycée Okba. Okba. Non, le lycée Bijou, c'est le lycée Abdelkader. Actuellement. Je crois c'est au lycée Bijou. Lycée Okba Iskar. Okba Iskar. C'était le lycée du Vivier ou quelque chose comme ça. Ah ouais. Si c'est boulevard de la Victoire. Non, c'est vers le bas. Vers le bas. Ce n'est pas celui qui fait face au jardin de Sidi Abdelrahman. Par le haut. Parce que même le lycée du jeu, il donne sur le haut. Non, c'est le lycée Okba. Il était au lycée Okba. Donc, mais Guillemin. C'était le lycée Guillemin. Voilà, c'est le lycée Guillemin alors. Voilà. Oui, c'est le lycée Guillemin. C'était la parlère.
Voilà. Ils lui ont donné Orkba ibn Nafa que elle aimait bien. Hein. Donc c'est lycée Guillemin qui est devenu Orkba. Le conquérant de l'Algérie. Oui. Allez, on a deux. أشحال ذكريم يجني ورينا قرارام لكن الزايدين ثورت رويرام السبب في نغلي بالزير وزكام لكن الزايدين ثورت رويرام فرنس في الأغزي كني وقبل هادي يحضر وسام يصير ذنات موسنين في تمور ثغض لندر رهبام أنا غنرا شديك زيري اسماعيل ورثقين نارام أنا غنليا بسدف الهزيم موسم سيد ويا مرة لكن الزايدين صغر سيد محنا في سفلان نغلي في الجزائر وزكام لكن الزايدين ورث رويا خرصون ديونادي قريب يا بغدي اسمك تازكا في الجرح قشرة ديالي يا دنبان قريت مورا كروان أدفن نرني خاسك نقربي الوفا كروان أدفن نرني خاسك نقربي لكن الزايدين ظهورت رويا في سفلان نغلي في الجزائر وزكام لكن الزايدين ظهورت رويا dans la Pance. Mais après la grande scène initiatrice, l'amour du vieux pour la mère n'avait que croître. Elle m'a élevé entre tous pour la circoncision purificatrice. Elle a sucé mes vaisseaux sanguins et rempli mon cœur d'une eau cuisante et salée. Un autre buveur quitte le débit. Il prend un instant passage au vent qui vient embrouiller les flocons ériatiques. De la mousse où s'est dessiné un grand rêve d'abysse, l'unijambiste regarde les hommes gesticuler dans le miroir et il se met à fredonner une sorte de litanie monocorde où il enferme tout son amour et toute son appréhension des fonds marins. Les vagues se sont tues sous l'ire du soleil et vainement j'attends des hymnes orgiaques. Chanterai-je pour combler l'imploration des crabes les cantiques aphasiques des funérailles stellaires. Je limerai encore sur ce miroir de sable, encore rescapé des périples suicides, et criblerai le ciel, des dards fulminants qui m'arrachent le débit de béquillé encore sur mon squelette véreux. Dans mon crâne évidé roule son piternel relent des méduses. Je pense au poème de Victor Hugo, Demain et l'aube. Il est vraiment d'accord. Les sutures du ciel s'ouvrent et j'embrasse la nuit, empreinte d'algues amères, chues des récifs perdus. Je déclamerai encore le chant rock des ténèbres, jusqu'à épuisement des fibres de la nuit. Je chanterai jusqu'à la possession totale des orgues nébuleux, jusqu'à estomper tous les bruits ophtalmiques de la nuit. Je chanterai jusqu'au moment où l'eau pourchassera la dernière étoile. Assumerai-je la cruelle destinée de vivre dans ma peau provisoire, ou ai-je un strapontin sur une branche d'étoiles, mais le chant rétif à mes lèvres atteint les arpèges sur une combustion d'étoiles. Porter avec moi, seule relique sacrifiant mon périple suicide, le parfum des jeunes filles que ma mémoire déploiera en tresses ensoleillées et amalgamera aux arômes de Jacob.
texte en prose. Je découvris bientôt les cités tant rêvées. Un poulpe venu me proposer ses services pour la visite des sinuosités marines se mit à divaguer. Dans les entrelacs, tissés d'algues et d'anémones, dorment les cités mirifiques. Aux ménorons repus de soleil vont se délecter du sel amassé en mordillant le quartz. Les sylphides en chaleur descendent de leur trône et souffrent dans une abondance sauvage à ma bouche herbue qui les possède en de goulus accouplements. Après un court répit, mes ardeurs s'éveillent de nouveau et je veux renouveler mon apparat nuptial avec la mer. Elle a blessé éternellement sous l'œil approbateur du soleil, éclaboussure d'or et d'ivoire. Le soleil saccage tout. Sur le rêve avorté que j'ai construit parmi les châteaux de sable, c'est dur de se faire à l'idée que le ciel sera absent lorsque je reviendrai de mes noces prodigues avec la flore aquatique. J'émerge violemment et ma mémoire rechue parmi les vagues. Je happe gloutonnement la lumière diffuse dans mes yeux troubles de satire. Maintenant, elles savent que je me suis réfugié dans la mer. Elles gardent le rivage et se sont mis à bâtir quelques centaines de mètres de la vague un nouveau mirador. À chaque fois que j'émerge sous un clair de lune, je peux évoluer le progrès de l'édification. Le mirador sera achevé dans 3 jours à peu près. Les parents ont perquisitionné de ma caverne et ont pris la photo de papa. Nous revînmes vers la plaine durant notre marche, la tête tournée de joie, la sève pesante des figuiers et des lauriers aux feuilles amères coula bientôt en moi. J'étais oppressé par un poids si lourd de beauté. Je m'assis à l'ombre opaque et clémente d'un figuier et me pris à écouter le menu bruit de la terre. Un bourdonnement confus, quel insecte l'engendrait, fait de musique superposée, m'empêchait de concentrer mon oui. Bientôt mon corps lui-même ne fut qu'un immense champ, jonché de chaumes et de fleurs fanées. Je laissai les couleurs m'envahir, un vieux chardon agité par la brise, balancé comme des breloques ses fleurs rouges et violentes. Combien de parcées estivaux ai-je vécu, les yeux éblouis par la même herbe aux couleurs de braise. Une abeille logeait ses frétillements dans le cœur surchauffé des chardons. Nous ne remontâmes vers le village qu'à la nuit tombante, écrasée par la fatigue et l'ivresse de la découverte. Le lendemain, Taïb m'avertit qu'il ne faudrait à aucun prix divulguer notre secret. Lorsque la nuit eut mis un terme au vagabondage des oiseaux, nous décidâmes de descendre à la plaine pour surprendre le guêpier dans son gîte. La rosée émoussait les émanations chaudes de la nuit, mais des figuiers à la sève bouillonnante exhalait un parfum moite qui tissait une trame ténue entre les arbres et les buissons. Seul le cri en trémolo des lézards fissurait l'immensité étendue de la nuit. Pour revendiquer ma peau et exhiber à la face du monde mes espoirs de classer ammonite et édifier le sanctuaire de mon identité. Cette peau berbère, cette peau nègre, peau livrée aux orientalistes, malgré tout l'insolite des méridiens. J'ai écarté l'encre. Ses yeux brillaient comme 2 breloques dans le feuillage aux teintes de moire. Le soleil se mourait en pleine gloire estivale et ses rayons, qui luttaient vigoureusement contre la pénombre du crépuscule, allumaient un feu de sang dans les futaies. Les couleurs chatoyantes de l'oiseau fissuraient le vert, et unis de feuillage. Je ne voyais qu'une tête menue et des taches de plumes entre les feuilles. Un peu plus bas, une trouée entre les feuilles mal assemblées.
Deux pattes filiformes, succession d'anneaux tendres et emboîtés, retenaient une branche flexible. L'œil sombre et circulaire, éclos dans la surface soyeuse d'une touffe de duvet vert, fit soudain une rotation brusque. La tête se mut verticalement, l'oiseau prit son vol très haut dans le ciel et ne tarda pas à se perdre dans le fluide bleuâtre du crépuscule. Je considérais longuement ce point flexible au loin où s'était englouti l'oiseau dans l'espoir de l'y voir ressurgir soudain. Mais le ciel n'offrait à mes yeux que sa vestitude opaque et diluée. C'est que tu m'attends. J'irai par la campagne, le dos courbé. Je ne regarderai ni les voiles descendants sur mon cœur. Et puis je passe et je poserai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. C'est exactement. Un brave et vigoureux garçon, frais et bienfaisant, secouant à l'ombre d'un gigantesque caroubier, malgré les fleurs de l'arbre dont l'odeur me soulève le cœur. C'est fou ce que je me sens étrangement bien, mais pas pour longtemps, je le sais. Bienfaisante quand même cette ombre qui me protège contre les coulées bouillonnants qui descendent du firmament en jets dorés. Mais je ne suis pas bien maintenant. Désir satanique, phthisie prématurée de l'espoir, soleil stigmatisé de l'effigie de la mort. Vivement un autre monde où je ne désirerai pas, où le sentiment n'existera pas. Un jour, un homme d'ici m'a offert une pipe bourrée d'une drogue qui n'était pourtant pas très violente. Je garde un souvenir intact de cet univers plat et léger du subconscient. Et depuis, j'ai toujours eu peur de retourner dans ce monde à la lumière douloureuse. Mais maintenant, je désire frénétiquement ce monde. Oui, partir. Là-bas. Là-bas où les souffles les plus incendiaires trouvent des chairs à embraser, des lunes à foudroyer et des squelettes à éteindre. Appelle les amis. Ils sont à la tête contre du TRB, du théâtre régional de Béjaïa. C'est un communiqué qui va être adressé à la presse. À l'issue du premier colloque littéraire sur l'œuvre et la vie de l'écrivain journaliste Tahar Djaout, les participants unanimes ont proposé les recommandations suivantes. Premièrement, l'urgence, la nécessité et l'urgence de procéder à la traduction de l'ensemble de son œuvre littéraire. Deuxièmement, les participants dénoncent les procédés illégaux et répréhensibles du piratage de son œuvre littéraire. Ils lancent un appel à l'adresse des autorités culturelles compétentes pour mettre fin à ces pratiques frauduleuses qui déshonorent le monde de l'édition et pénalisent la création intellectuelle. Quatrièmement, suite au succès académique et artistique de cette première rencontre, les participants proposent l'organisation annuelle d'une manifestation culturelle avec la ville de Béjaïa comme point focal. À cet effet, un atelier de réflexion permanent est ouvert aux universitaires algériens afin de dégager les modalités d'organisation de cette manifestation. Cet atelier aura pour vocation de finaliser un programme d'échange interméditerranéen. Et suivra la signature du directeur du TRB et suivra la liste des universitaires participant au colloque. Et tout contact se fera par le biais du directeur du TRB. Merci. Très bien.
غيني الهوى سردا زكا يا الثرقا ثرميا تنقيم يتسقي خنت غزة ذوث مذلين تفغد ثغري صرار حب وهذا رواه ذوث مذلين تفغد ثغري صرار حب وهذا رواه لكن زايلي صدر راسي المحلى ذي سفلان نغلي في الجزائر وزكا لكن زايلي ورد سرويا خاص تركيا جدسة تفسير تكثر تمتساترا خاص فلاغ قصحة في زين يفاشا لدنا جودوا خاص نقضن أشحال دي بريم يني ورينا يرارا خاص نقضن أشحال دي بريم يني ورينا يرارا لكن زايدي ورد رويا السبب نغلي الزين وزكا لكن زايدي ورد رويا فرنس في الأغزيل كني وقبل هادي يحضر وسام يصير ذنات مسنين في تمور ثغض لندر رهبام انا غنرا شدي زيري سماعي سكين انا غنبيا بسدر في ديسي وسمسي ويا المرا لكن زايدي صدر سيد محنا في سفلان نغلي في الجزائر وزكام لكن زايدي ورد سرويا خرصون ينادي قريب يا دغدي سلك سكان في الجرحين قشرة ديالي يا الدنبان جريت موراي ترونا أدفن نرمي مسكن وربيت La
La commande de Glen, ça dit le même. Il y a plein d'arêtes. Le théâtre de Bordeaux. Pas souvent. Tu laisses les commerçants. دوت مذلين تفهم الدارين صار دوت مذلين تفهم الدارين صار كن زايد سبرازي محنا دي سفلة نقضي كل زايدي جت تفسير تكثر ثلث متساترة خاص في اللاغ قصح ثيزي يفاشل لدنا جودوا خاص نقضن أشحال ذي ثريم يني ورينا قرارا خاص نقضن أشحال ذي ثريم يني ورينا قرارا لكن الزايدين ثورت رويرا السبب في نغلي ذل زيرو زكام لكن الزايدين ثورت رويرا فرنس في الأغزي كني وقبل هادي يحذر وسام يصقع ذنات مسنين في تمور ثغض لندر رهبام نغنرا شتي جزيري اسماعيل ورثزقين نرام نغني بسذف الهيسين موسم سيد ويا مرام لكن الزايدين صغر سيد محنا ذي سفلا نغلي في الجزائر وزكي